Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Coup de canon. Aujourd'hui, la journée est pactée. On parle avec les coachs Midget 3 et Bantam 3 des canonniers de Québec. Bonne idée de JP de faire connaître le staff d'entraîneurs élite de la région. Évidemment, on l'avait fait avec le junior élite et maintenant on est dans le système de développement 3A, un système qui développe quand même plusieurs joueurs depuis plusieurs années. Donc, JP, je vais te laisser présenter les coachs un à un. Yes, C'est des sir, yes, sir. prérogatives. Bonjour à tous. Merci d'être là, Dave, Jonathan et Christian, qui est à quelques minutes de quitter pour Longueuil, si je ne me trompe pas, pour un match. Donc, réunir tout le monde, 5 personnes juste, c'est assez difficile, là, avec, surtout ce temps-ci, il y a beaucoup de matchs récupérés à cause de la pluie de début d'année. Donc, merci d'être là. Yann, une de mes grandes qualités dans la vie, c'est de bien m'entourer. Fait que j'ai des bonnes personnes avec moi qui m'entourent depuis plusieurs années au sport études slash midget 3. Donc, on a les 3 entraîneurs-chefs de nos équipes 3. Pour faire rapidement, là, il y a, bon, évidemment, il y a dans la structure élite de baseball au, au Québec, la première étape est le Bantam 3. Donc, c'est une ligue. Dave nous décrira la ligue tantôt. Puis après ça, il y a le Midget 3, le 15U, le 17U3, qui a une dizaine d'équipes. Dans le Bantam 3, il y a 6 équipes. Puis, parallèle à ça, ben, les meilleurs des meilleurs passent par l'ABC. Il y en a qui reviennent 3, il y en a qui commencent 3, qui s'en vont avec l'ABC. Donc, ça se chevauche un petit peu selon le développement. Mais bon, c'est intéressant. Puis je pense que le 3 ici dans la région de Québec a toujours été très, très fort. Assurément un bon bassin. Mais il y a une belle culture, il y a une belle structure de 3 avec, oui, les entraîneurs, mais les parents qui sont très impliqués. Les joueurs veulent jouer dans le 3 au sport-études durant l'année scolaire. Ça crée des. Évidemment, il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc ça crée des déceptions au mois d'avril-mai quand les équipes se font, mais c'est signe qu'il y a un vouloir absolument. Donc, on va commencer par, on va dire, pas le plus jeune en termes d'âge, mais commencer par la structure. Dave. Salut Dave, d'un. Salut tout le monde. Deux choses. Explique-nous un petit peu, Dave, avant de commencer du 15U, explique-nous un peu ton parcours d'entraîneur. Parcours de joueur, peut-être qu'un jour on en reviendra, mais parcours d'entraîneur, ça fait quand même plusieurs années que tu es là, ça fait une vingtaine d'années que tu es à l'entour. Explique-nous là, en quelques minutes ton parcours d'entraîneur qui t'amène à, dans 2023, tu en es avec le Bantam 3. Donc, j'ai commencé par beaucoup de passion. Alors que j'étais au cégep, le programme a commencé, le programme sport-études. Moi, j'étais joueur lors de la première année de l'histoire du programme sport-études baseball à Cardinal-Roi, avec environ, on était quoi, JP? On était 19 joueurs. Ouais, Je me maximum. Une souviens couple, quand, après une quand on semaine, ils allait ont faire les arrêté, là, voyages mais de Floride, fallait. Moi, j'étais en plein milieu, puis il fallait que je me promène de terrain pour la Floride parce qu'il y avait juste 10 joueurs d'un bord et 10 joueurs de l'autre. Bref, donc j'ai commencé comme joueur. Puis à ce moment-là, c'était seulement secondaire 3, 4, 5 qui étaient au programme. Puis, quelques années plus tard, euh, le programme s'est ouvert au secondaire 1 et 2. Donc, c'est là que j'ai commencé à devenir entraîneur en temps partiel à travers mes cours au cégep. Puis, j'ai été choyé un petit peu de pouvoir commencer dans cet environnement-là. On faisait ça pour des pinottes au début. Par contre, c'était vraiment la passion. On adorait ça. On préparait nos pratiques pendant nos cours de cégep. J'étais Faut dire avec ça. Dominique Walsh à ce moment-là. Puis un autre gars qui était avec nous, c'était Jason Caron, qui joue encore au baseball senior élite présentement. Mais bref, c'est là que j'ai commencé. Puis, à travers les années, je prenais de plus en plus de temps au programme sport-études baseball. Ce qui m'a amené à devenir euh, presque à temps plein, malgré que je continuais mes études euh, en intervention sportive à l'université. Euh, donc, en 2007, c'est là que j'ai commencé à devenir entraîneur pendant la saison estivale. Donc, c'est la première fois que j'étais entraîneur adjoint avec Christian Chénard, qui était en chef. Mais cette année-là, j'étais encore joueur au niveau junior élite avec les Alouettes de Charlebourg. Donc, cette année-là, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain de baseball puisque on avait une école de baseball avec Dominique, on avait les pratiques et les entraînements en soir et en fin de semaine, plus nos pratiques à nous, plus nos matchs à nous. Fait que 2007, ça a été la première année. Puis 2008, ça a été aussi la première année où est-ce qu'on est tombé à 2 équipes midget 3 dans la région.
Puis ça a été Dominique et moi qui avons été les entraîneurs en chef de chacune de ces formations-là. Donc, si on se replace, c'est 2008, ça. À ce moment-là, c'était encore les Condors de Charlebourg et les Monarques de Lévis. On faisait deux équipes qu'on essayait de faire le plus égal possible. Puis j'avais seulement 23 ans. J'ai été chanceux d'être très bien appuyé par mon très, très bon ami Jean-Nicolas Blanchet et aussi Philippe Lamirande, qui m'ont suivi pendant plusieurs années dans le midget 3 et par la suite dans le junior élite aussi avec les feux Castors de Charlebourg. Les Alouettes, ils ont eu une petite transition là, pendant quelques années. Ils se sont appelés les Castors de Charlebourg. Puis c'est redevenu les Alouettes par la suite. Donc j'ai fait midget 3 2008 à 2012. Ensuite, junior élite 2013, 14 et 15, avec un très, très gros championnat d'ailleurs en 2013. Euh, pour ensuite aller avec l'ABC à Montréal. Donc, ça a été un petit moment émotif avec la gang du programme. Dans le fond, je quittais le sport-études pour l'hiver pour aller entraîner à l'Académie de baseball Canada à Montréal à cause que ma conjointe y travaillait. Elle travaillait à Montréal. Donc, c'était nouveau pour moi. J'ai déménagé pendant 2 ans et demi. J'ai fait 2 ans, 2 étés avec les équipes de 18 ans et moins de l'Académie de baseball du Canada pour ensuite revenir dans mes pantoufles un petit peu avec les Canoniers ici à Québec, puis au Stade Canac. Puis j'étais content d'être au Dôme aussi. On est chanceux vraiment beaucoup d'avoir le Dôme, là. Ça facilite beaucoup notre structure d'entraînement puis nos pratiques. Donc, quand je suis revenu, je suis venu avec Christian Chénard dans la catégorie D1 qui existait à ce moment-là, dans le budget 3. Par la suite, pendant la pandémie, on a fait des équipes égales. J'étais en chef d'un côté, j'étais adjoint avec Chris à Lévis pour finalement cette année avoir la chance d'être avec le 15U3 avec Samuel Blier et Mathieu Mascotte qui étaient là lors de la première année de la structure U15-3. Puis, je vous dirais que j'adore la catégorie. Les jeunes sont et c'est des éponges, ils veulent apprendre, puis ils n'en connaissent pas beaucoup du baseball, puis c'est vraiment le fun de pouvoir partager beaucoup de connaissances avec eux autres. C'est une catégorie de fun, je pense, effectivement, pour en jaser souvent avec toi. Ça reste, à partir de là, c'est comme la première fois que les jeunes, à part des fois quand tu as la chance d'être coaché par des papas qui ont un meilleur background, c'est souvent des papas qui font leur possible. Mais là, c'est la première fois qu'ils sont coachés par des coachs professionnels. Donc, c'est stimulant aussi de donner ces premières grosses informations-là, puis l'approche du match, l'approche des apparitions au bâton. Fait que, effectivement, puis explique-nous, Dave, là, ah non, pas tout de suite, pas tout de suite. On va revenir sur les backgrounds des autres, puis après ça, on parlera de la structure, parce que là, sinon, Jonathan et Christian vont s'endormir. Là. Fait que là, on passe d'un vétéran, on va revenir avec encore plus de vétérans, mais on passe par la jeunesse. Jonathan, qui est entraîneur-chef des Canoniers 2 dans le 17 ans, dans le midget 3. Jonathan aussi est nouvellement employé à temps plein au sport-études. Fait que, Jonathan, explique-nous un peu ton. Parce qu'avant cette année, évidemment, oui, tu as eu des études en kinésiologie, mais tu as quand même eu quelques années de coaching, puis dans les camps d'été aussi. Donc, explique-nous un peu ton parcours d'entraîneur jusqu'à ce jour. Yes, bon, ben, premièrement, merci de me recevoir au podcast. Mon parcours d'entraîneur a un petit peu débuté comme Dave. J'ai fait mes 5 ans de sport-études au Canonnier, puis j'étais encore étudiant athlète au Cégep. Puis c'est là, à ce moment-là, là, que Jean-Philippe m'a approché pour être entraîneur à temps partiel au programme. C'est un petit peu comme Dave que j'ai commencé tranquillement pas vite. Je faisais 1 ou 2 après-midi par semaine pendant mes études au Cégep et à l'université. Puis c'est là qu'en 2018, Maxime Martin-Gagnon, qui était à ce moment-là entraîneur de l'équipe 2 du Jet 3, qui s'appelait les Condors de Charlebourg encore une fois, m'a approché pour être son entraîneur adjoint. À ce moment-là, j'étais encore joueur junior élite avec les Diamants. Je faisais en sorte que quelques fois par semaine, là, je priorisais bien sûr mon équipe junior élite, mais j'allais coacher dans le Jet 3. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'ai appris le métier d'entraîneur. Puis de 2018 à 2019, j'ai été avec Maxime. Où est-ce que là, on a eu la transition de 2018 à 2019 des Condors au Canonnier. Là, les équipes 3 étaient un petit peu plus chapeautées par les programmes sport-études. En 2020, il y a eu la pandémie, mais j'étais aussi encore une fois là à mes études à l'université, puis je devais faire un stage qui m'a empêché
d'entraîner là, durant l'été 2020. Puis finalement, en 2021, là, que Raphaël Prémont il a eu en charge l'équipe 2 des Canonniers et qui m'approchait à nouveau pour faire partie de son stade d'entraîneur. C'est avec plaisir que j'avais accepté. Puis finalement, là, après cet été-là, là, je poursuivais là, en fait mes études au niveau supérieur en kinésiologie, donc des études de deuxième cycle. Puis Jean-Philippe, là, pendant l'hiver, là, me demandait un petit peu c'était quoi mes plans de carrière pour la suite. Moi, ça m'a quand même beaucoup travaillé à ce moment-là. Puis je me disais que le baseball, pour moi, ça avait toujours été une passion. Ça n'a jamais été un travail. Quand j'allais coacher l'après-midi au sport-études, c'était juste comme le fun. Je faisais ça avec un grand plaisir. Puis là, ça m'a quand même travaillé. Puis là, quand Jean-Philippe m'a demandé si je voulais être entraîneur à temps plein, mais j'ai tout de suite accepté parce que pour moi, c'était juste de continuer dans ma passion, puis je le voyais beaucoup moins comme un job, une job de 9 à 5 et bien plus comme de quoi ça allait être passionnant puis que j'allais pouvoir m'épanouir au niveau professionnel. Fait que ce qui m'a amené l'an passé là, à poursuivre avec Raphaël comme entraîneur adjoint. Comme cette année, Raphaël a gradué au niveau junior élite, c'est là que ça m'a amené comme entraîneur en chef au niveau midget 3. Parce que Yann, il a fallu avoir un petit remaniement de structure un peu l'hiver passé. Parce qu'en 2022, l'été passé, comme un peu tu comprends, là, Raphaël Prémont était entraîneur-chef du Canonnier 2. Christian Dave était avec le Canonnier 1. Puis Dominique Leblanc était avec les mêmes adjoints que Dave a présentement, Sam et Mathieu, dans le Bantam 3. Dominique, parce que lui, il ne fait pas du baseball à l'année, puis c'est difficile, là, c'est le jour, là, le 3, a quitté. Raphaël a été engagé par les Diamants. Donc là, il a fallu remanier un petit peu ça. Je demandais la permission à Christian et Dave s'ils étaient à l'aise de le vieux couple de les séparer, puis ils ont accepté. Fait que c'était Dave. Dave m'avait déjà mentionné qu'il aimait beaucoup le calibre, pensait qu'il allait beaucoup aimer le calibre 15U3. Donc, tout le portrait s'enlignait bien. Dave dans le 15U. Joe avait le canonnier 2. Christian restait en canonnier 1. Ça serait que tout le monde avait des bons adjoints avec. Donc, ça fait quand même 9 bons entraîneurs sur place. Là. Donc, c'est un petit peu le remaniement de l'an passé. Sans trop bousculer et garder un peu quand même la même monde, parce que ces gens-là sont là depuis des années, comme tu peux voir, Yann. Donc, c'est assez important, je pense, comme parent, de savoir qu'il n'y a pas trop de roulement. C'est assez intéressant. OK, on va passer au vétéran Chenard qui est dans son auto, prêt à partir pour le match. Alors, Christian, toi, tu as aussi fait plusieurs années, qu'est-ce qui t'a amené à être en 2023 dans ton auto, prêt à partir pour Longueuil? C'est une longue histoire. Moi, ça a commencé rapidement là, dans le junior majeur, le junior élite, là, où j'étais avec les ambassadeurs de Lévis. Puis rapidement, le baseball mineur à Lévis m'avait demandé de coacher beaucoup les jeunes durant l'hiver, puis des trucs comme ça. Puis pour eux, c'était bien important de suivre les formations d'entraîneurs. Fait que sans savoir que j'allais faire ça de ma vie, déjà, j'avais suivi les formations d'entraîneurs. J'étais joueur au niveau junior à ce moment-là jusqu'au niveau 2, là, dans le temps, là, on appelait ça le niveau 2. Et j'avais suivi ces formations-là. Puis par la suite, je ne savais pas que ça allait me servir, mais vu que je coachais des jeunes un peu, euh, c'était ce qu'ils demandaient. Donc, ça a été ça. Par la suite, évidemment, ma carrière de joueur est quand même à évoluer jusqu'à l'âge de 27 ans. Là, j'ai terminé avec les Capitales, mais déjà, lorsque j'étais avec les Capitales, Michel Laplante m'avait approché pour commencer l'Académie des Capitales. Donc, je pense que c'est en 2000 ou en 2001 là, que ça avait commencé tout ça au Patro Rocamadour. Fait que j'étais entraîneur des lanceurs là avec Michel, dont Jean-Nicolas Blanchette était étudiant à ce moment-là, prenait des cours de lanceur avec son chandail des Islanders. Donc, fait que, non, fait que c'est ça, j'avais fait ça aussi. Puis lorsque ma carrière professionnelle s'est terminée là, à l'âge de 27 ans, je suis parti en France. Donc, j'avais déjà des niveaux d'entraîneur, fait que je pouvais aller entraîner là-bas. Fait que j'ai eu la chance de coacher le meilleur niveau possible en France, là, l'équipe qui allait vers les sommets. Donc, avait eu une fiche de 29-1, avait perdu en première ronde des séries. Donc, j'héritais d'une équipe assez forte senior. Donc, cette année-là, en 2003-2004, j'étais en France avec Rouen, où on a remporté le championnat de champion de France en 2003, puis champion d'Europe en 2004. Puis je suis revenu à la maison par la suite pour 2005.
Puis là, de fil en aiguille, Jean-Philippe Roy a dû entendre parler de moi que j'étais de retour, m'a appelé, vouloir si le sport-études pouvait m'intéresser. Il m'a offert aussi de coacher avec lui le midget 3 comme coach des lanceurs. Moi, je pense que c'est septembre 2005 que j'ai commencé le sport-études comme entraîneur. Puis en 2006, son coach son coach des lanceurs midget 3. Donc là, je rentrais un peu dans la structure ici. 2007 comme entraîneur-chef. Et ensuite, je suis allé coacher les Diamants comme entraîneur des lanceurs jusqu'en 2015. Puis, je suis de retour avec le 3 depuis 2015 jusqu'en 2023. Donc, ça Mais moi, fait Chris, mon j'ai une question pour toi. ouais. Quelque chose que je comprends pas. Tu as été entraîneur des lanceurs fin des années 90, début 2000, de plein de gens de la région de Québec. Tu as gardé des secrets pour toi. Tu n'as pas partagé tout ton savoir parce que si tu avais vraiment partagé tout ton savoir, la région de Québec serait d'une renommée internationale pour la balle papillon. Là. Je le faisais plus par temps perdu que jamais je l'ai utilisé beaucoup comme lanceur. Au contraire, j'utilisais beaucoup plus ma rapide et mon changement de vitesse. Mais à temps perdu, ouais, on travaillait ça, mais jamais utilisé. Donc, c'est gentil de dire ça. Ça Mais arrive des donc, fois, hein? Ça arrive des fois qu'il y a des petits jeunes qui nous sortent leurs papillons. Des fois, on niaise, des fois, il y en a qui en ont des papiers quand même, tu sais, puis le pire, c'est qu'on pourrait dire, regarde, toi, tu n'as pas assez de bras, on travaille là-dessus à 15 ans, tu vas finir par être bon à 20 ans. On pourrait l'essayer une fois, mais on n'ose jamais, on ne se trouve pas très, très pédagogique, je pense, de faire ça. Moi, je me rappelle d'une pratique cet hiver. Isaac, t'es revenu d'un entraînement, puis vous aviez fait un genre de BP, Chris l'avait lancé, puis il était en sacrament. Je dis pourquoi? Il dit, il m'a lancé de la papillon. Non, ça se peut pas, ça. Il dit, la fameuse papillon à Chris est incroyable. peut-être dans les matchs simulés, peut-être dans les matchs Oh, simulés. oui, Ah, ok, exactement, ouais. exactement. Ça, mais ça, je me rappelle parce qu'on a, la première année que j'ai recommencé à jouer dans le senior à Lévis, Chris était officiellement l'entraîneur-chef parce qu'il y avait ses cartes. Puis on menaçait toujours les autres équipes de le ramener lancer une game de papillon éventuellement. Revenons, intéressant. Revenons un peu. Donc, juste pour être sûr pour tout le monde qui comprenne bien, donc, il y a, comme je disais tantôt, il y a la Ligue Midget 3, il y a la Ligue Bantam 3, on va l'appeler de même peut-être là, pour, je sais qu'il faut l'appeler U17 ou 15. Donc, Dave, explique-nous donc, c'est 15 mois, explique-nous donc combien d'équipes qu'il y a dans cette ligue-là, puis il y a quand même des regroupements de territoires pour faire une ligue à pas beaucoup d'équipes qui est quand même assez forte. Oui, exact. Donc, on a 6 équipes dans la ligue. Évidemment, les équipes qui ont un plus petit bassin, les joueurs de 15 ans, vont évoluer avec l'équipe qui sont dans la Ligue 17U3. Donc, les 6 équipes, c'est le Grand Montréal, qui est le regroupement de Montréal et du Lac-Saint-Louis qui sont ensemble. Ensuite de ça, il y a la Rive-Sud, avec les Patriotes de la Rive-Sud. Il y a le regroupement des 3L de la Rive-Nord, qui est Laval, Laurentide et Lanaudière. Il y a le gros bassin aussi de l'Estrie, donc tout ce qui est Sherbrooke, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, c'est ça. Granby, exactement. Puis il y a les Estacades de la Mauricie. Pour ensuite, l'équipe qui est la plus à l'est, c'est nous autres, c'est les Canadiens de Québec. Donc il y a 6 équipes. Une ligue forte, On là. joue. C'est cette équipe-là. C'est ça, exact. Donc, on revoit souvent les mêmes équipes, ce qui n'est pas un problème. On a un petit peu moins de matchs que la structure 17-3. Il y a aussi une équipe féminine qu'on a affrontée au mois de mai. C'était l'équipe de l'ABC féminin, qui eux autres, c'est les filles qui s'entraînent au cégep à Trois-Rivières avec le programme de l'ABC qui ont formé une équipe. On est allé les affronter. Puis, on va aussi affronter l'équipe féminine élite qui appelle. Je connais pas tous les termes, là, mais honnêtement, ils sont venus jouer au tournoi de mi-saison avec On avait une équipe aussi du Nouveau-Brunswick, fait qu'on a fait un tournoi à 8 équipes. Puis les filles ont très, très bien performé, là. C'était du bon calibre, puis ils étaient de niveau avec nos gens. Donc, D'accord. il y a 6 équipes. Ouais. Je sais pas si Ben, quelque chose que tu allais j'allais dire. juste dire, donc le nombre de matchs, là, saison régulière, quelques matchs hors concours, le tournoi mi-saison, tournoi de fin de saison, championnat canadien, on peut flirter avec le 60 matchs facile pour un Oui, jeune. oui, exact.
Puis là, on parle des Exact. entraînements, là, pratique Puis, avant-match, pratique. Donc, c'est ça, le volume est assez élevé. Puis en plus, on est seulement 14 joueurs. Donc, la Ligue nous demandait de prendre seulement 14 joueurs. Fait que, tu sais, je veux dire, on a un programme double. On a eu un lundi passé. Il faisait très, très chaud à Saint-Jean-Port-Joli. Ceux qui ont joué les 2 matchs en défensive, là, il y avait la langue à terre, puis il n'y avait plus trop d'énergie à la fin du deuxième match. quand tu joues à Saint-Jean-Port-Joli, c'est pourquoi c'est. Excusez-moi, Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, c'est bon. Là, je Le me disais. territoire de Non, la mais Rive-Sud, c- quelques joueurs qui viennent de là. ça aurait pu être. Non, mais ça aurait pu être des fois soit contre le 17 ans du Rivière-du-Loup, ça aurait pu être juste parce que pour jouer un match là-bas pour la promotion, puis ça aurait été OK. Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, d'abord. OK, maintenant, le 17 août, c'est un petit peu complexe, mais chaque territoire, on va dire, de sport-études a une équipe. Ce n'est pas un critère de sélection, faire le 3 pour être dans le sport-études. Évidemment, la majorité des joueurs dans la Ligue viennent d'un sport, de sport-études, mais si tu es bon, les entraîneurs vont te prendre. Puis croyez-moi que quand les entraîneurs arrivent au camp d'entraînement, puis il y a un bon athlète qui se présente, ils sont excités de le voir puis de voir jusqu'à où ils peuvent l'amener. Donc, tout le monde a sa place. Il suffit d'être dans les meilleurs joueurs. Ça, c'est point final. Mais bref. Donc, il y a 10 équipes, les gars, ou 11? 10. 10 équipes. Donc, il y a 9 territoires. Il y a un petit peu de mixage aussi, mais les territoires de Saguenay, Gatineau, puis c'est où l'autre territoire donc, que j'oublie? Rivière-du-Loup, le Bas-Saint-Laurent, qui ne sont pas dans la Ligue 3, se rajoutent dans leur territoire. Puis eux autres, il y a quelques petites règles. Là, ils ont le droit des plus vieux un petit peu pour être de calibre. Puis, donc, Québec, puis là, nous, dans ce contexte-là, avec le gros bassin qu'on a, le gros sport qu'on a, on avait l'impression que la pointe de l'iceberg était un petit peu trop tôt dans un sport de développement tardif. Puis c'est correct, le Bantam 3, c'est correct ceux qui vont à l'ABC, mais quand même une opportunité. Donc, lorsque Baseball Québec a sorti sa nouvelle structure, qu'il y avait juste une équipe de Québec, on trouvait que ça ne pouvait pas arriver. Il n'y avait pas assez de débouchés pour nos jeunes. Puis, donc, on a travaillé fort pour avoir 2 équipes. La demande de Baseball Québec, des autres équipes, c'est que Québec gardait son équipe 1. Donc, sa première sélection, joueur 1 à 16. Ça, c'est l'équipe de Christian. Puis la deuxième sélection, qui est très bonne en passant, j'aime pas toujours pas ça l'appeler 2, la deuxième sélection, mais bon, juste pour que le monde comprenne, le joueur 17 à 34, à 32, pardon, bien, il joue dans la même ligue. Donc, c'est une ligue de D1, mais il y a une deuxième sélection de Québec dans la même ligue. Donc, puis ils font très bien ça, puis ils gagnent des matchs. Puis Puis tu disais que ça ça, c'est venait l'équipe de de la. jour. Tu disais que la demande venait quand même des autres équipes à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pas dans un contexte où est-ce qu'on veut gagner à tout prix, c'est vraiment de donner l'opportunité de développement, autrement dit. Assurément, assurément. Nous, on voulait donner l'opportunité à 32 joueurs de jouer en Midget 3 et non pas juste 16. On savait qu'on allait être compétitif. Tu ne veux pas passer ton année avec 0 victoire, 50 défaites, mais on savait qu'on allait être compétitif et on a encore la preuve pour une deuxième année. Puis, mais qu'il y avait une volonté que Québec, pour, pour compétitionner avec les grosses équipes, 3L, Rivière-du-Loup, ça peut être l'Estrie cette année qui est un bon club. Là, donc Québec a gardé son équipe 1. On a une équipe 2, donc tout le monde est heureux là-dedans. Puis oui, ça reste dans un contexte de développement, même le 1, le 2, peu importe. Là. Mais c'est sûr que c'est intéressant. Puis il y a tellement des belles histoires. Tu as des joueurs qui ont fait la deuxième sélection l'an passé, qui ont passé direct à l'ABC cette année, de Loïc Maranda, pour différentes raisons. Il ne passe pas dans l'équipe 1 l'an passé. Puis, donc, Nicolas Deschamps, qui joue professionnel, à l'époque, a joué, c'était vraiment un D1, D2 à l'époque. Joué dans la Ligue D2 et se ramasse professionnel, se ramasse avec l'ABC, professionnel quelques années plus tard. Donc ça donne l'opportunité, puis c'est intéressant. Puis il y a des beaux succès, des belles histoires de petits gars là, qui bûchent toute l'année, là, puis toute leur carrière, pas scolaire, mais amateur, ils flirtent entre le A et le 2A, puis A et 2A, puis à un moment donné, ils vont pousser de croissance un peu plus tard, puis ils travaillent fort, puis ils se ramassent qu'ils sont meilleurs que les autres en disant la 5, puis ben, les gars, ils prennent dans leurs équipes. Donc, c'est intéressant. Une belle historique. Joe, parle-nous donc un petit peu, pour que tu fasses du pouce un peu là-dessus, le nombre de matchs, tournois et tout. On parlera de ton New York plus tard, les gars. Yes. Ben, tu sais, c'est, grosso modo, là, ça va être, je pense que Dave, là, c'était 38 ou 40 parties. Tu sais, nous, de saison régulière, c'est 44. Au final, là, tu sais, oui, il y a le tournoi de mi-saison, il va y avoir le tournoi de fin de saison. Ce qui est particulier dans le 17-3, c'est le tournoi, en fait, qui est à même la saison des matchs pointés. Ouais. Fait que dans le fond, là, si je peux rentrer là-dedans,
le tournoi des matchs pointés, ce que ça fait en sorte, c'est que pour le tournoi de fin de saison, au lieu de prendre les 44 parties en considération, Baseball Québec considère qu'il va avoir une saison compétition de 9 parties, fait une partie contre chacune des équipes. Ça va entraîner un classement des équipes 1 à 10. Les équipes 1 à 5 vont avoir davantage de chances de se classer pour le tournoi de fin de saison. En fait, là, dans le fond, les équipes 1 à 5, il va en avoir 3 sur 5 qui vont passer pour le tournoi qui s'appelle Final Four. Donc, c'est les demi-finales à 4 équipes. Alors que les 5 dernières équipes, il va y avoir une seule équipe dans ces 5-là qui va pouvoir passer pour le tournoi Final Four, si je ne me trompe pas. Ce tournoi-là là, de match pointé fait en sorte qu'on peut avoir un aspect un petit peu plus compétitif, ce qui fait en sorte que ça rehausse un petit peu le niveau de jeu à même la saison. Puis les parties là, du mois de juillet qui sont un petit peu plus tough, qui ont joué un programme double à 30 degrés comme on a fait cette semaine, ça amène un petit aspect qui est encore plus compétitif. Donc, une super belle initiative de Baseball Québec qui ont tenté l'an passé, qui a encore bien fonctionné cette année. Et on doit Intéressant, Yann, voir. ça. Ben oui, parce ça l'a dû. Mon guess, c'est que ça a dû augmenter les duels de lanceurs as contre as, autrement dit, dans la Ligue. Là. Oui, puis il y a des règles Ouais. aussi là, pour éviter que ce soit pas toujours à chaque semaine, c'est toujours ton numéro 1 qui lance. Là, dans ces 9 matchs-là, tu ne peux pas lancer plus que tant de manches. Donc, OK. ça donne la chance. Fait que, moi, je trouve vraiment ça intéressant parce que ces 9 matchs-là, tu développes un peu l'aspect compétitif. Les coachs donnent des petits défis à gauche et à droite. Ce pas toujours les mêmes. Donc, tu développes un peu ce côté-là. Parce que sinon c'est juste au fin de saison, mais tu développes juste ton aspect compétitif 4 matchs dans l'année. C'est quand même sur 60, c'est quand même pas beaucoup. Donc, là, tu as le mi-saison, tu as le fin de saison, tu as les matchs pointés. Puis après ça, tu as quand même les matchs de son régulière que l'aspect compétitif est là, mais là, tu peux te permettre un petit peu de donner des chances à d'autres, puis d'autres opportunités, d'autres défis. Donc, c'est vraiment intéressant. Christian, vas-y, excuse-moi. Quand les deux équipes s'affrontent, Canonnier 1 versus Canonnier 2, qu'ils soient pointés ou pas, j'ai l'impression que c'est un gros match dans la saison. Là. Il y a un cercle rouge sur ce match-là. Là. Je me trompe-tu? Ah, c'est sûr et certain que moi, ça fait 2 ans là, qu'on affronte l'autre équipe des Canonniers, puis on le ressent sur le banc. Là, il y a un peu plus de nervosité. En tout cas, du côté des Canonniers 1, là, depuis 2 ans, il y a plus de nervosité, c'est sûr. C'est puis évidemment, de l'autre côté, c'est le même principe. D'après moi, ils veulent gagner, mais ils veulent jouer un contre l'autre. Hein. C'est ça qui ressort en fin d'une année, là, quand les parents m'en parlent. Je suis content que mon jeune ait eu la chance de jouer contre l'autre équipe. Fait que moi, je prends ça en considération également, mais c'est vraiment là, que tu arrives là, les gens sont pompés, c'est le fun à voir. Là, c'est des belles situations à vivre, ça. Ouais, c'est D'ailleurs, Yann, surtout on en avait plus pas. que Vas-y, Dave, ce excuse. que j'allais dire, c'est que c'est surtout que ça se passe à Québec. Les parents des deux équipes, tout le monde est là. Moi qui n'ai pas impliqué directement dans les deux équipes, j'ai le goût d'aller voir le match. Il y a plein de monde du baseball mineur qui ont le goût de venir voir le match. Fait que, tu sais, c'est ça aussi qui englobe pas juste un contre l'autre, mais c'est tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain aussi. On avait parlé, ce que je veux dire, si on avait parlé, Yann, dans une des dernières émissions. Évidemment, c'est le match pointé. Je joue une autre fois, là, mais le match pointé, on fait une grosse affaire, un gros happening avec ça lors de la cérémonie des finissants, cérémonie des 6e années qui rentrent. On joue au Stade Canac. Les jeunes restent là sur place, fait qu'il a donné le goût un petit peu. Donc, c'est un petit package qui englobe ça, mais assurément, d'ailleurs, ça a été un super bon match cette année. Hein? Si je ne me trompe pas, les gars, ça finit quoi? 5. Rappelle-moi dans C'était serré. Là. Ça a fini serré, mais les deux parties, en fait, ont terminé serré. Ouais. Fait que c'était le fun de voir, un 14 manches que les deux équipes compétitionnent, que les joueurs se battent jusqu'à la dernière manche. C'est le fun de voir ça comme coach, moi, de l'équipe 2, mais aussi de voir que l'équipe 1, ben, parce que on est un programme, on est une structure, ça fait en sorte qu'on a pris des bonnes décisions, que les joueurs compétitionnaient, puis que c'était de la saine compétition, puis qu'après le match, tout le monde est capable de se dire hey, bon match, mon ami, c'était le fun comme partie. Fait que c'est cool à voir. Dave, ma question piège de coach, c'est quoi, pour avoir coaché longtemps dans le 17U puis le terrain du 15, c'est quoi la grosse différence d'approche de coaching que tu vois? Ben, en fait, c'est que je trouve que les gars de secondaire 3, donc les 15 ans, c'est vraiment. Tout ce que je dis, là, c'est comme s'ils m'écoutent à 100%. Là, je sens là, quand je parle, là, ils sont de même, puis là,
versus les 17 ans, des fois que, pas que le focus est moins là, mais c'est qu'ils ils ont déjà entendu un petit peu plus, ils connaissent plus sur le baseball. Que ce soit, je parle d'une stratégie d'amorti, ben, pour les 15 ans, c'est tout nouveau versus le gars qui est dans l'équipe D1, l'équipe 1 à Chris, ben, il l'a probablement vu avec Joe l'année d'avant. Fait que pour lui, c'est pas du nouveau à 100%. Il est peut-être moins attentif à 100%. Moi, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas de vétéran L'autre dans ton chose, équipe, hein, Dave? Tu un vétéran non, par non, année, c'est ça. peut-être, là? C'est ça. Ben, c'est ça. Là, cette année, il y a Jean-Michel Laplante qui était là l'an passé, qui est de retour cette année. Il y a un joueur de 14 ans qui est Alec Biazone, qui va, dépendamment de ce qui se passe avec lui, qui serait de retour en 2024 dans l'équipe aussi. Les autres, ils ont beaucoup, beaucoup joué ensemble dans les dernières années. L'an passé, il y avait 2 équipes Bantam 2A. Il y avait plusieurs premières années Bantam dans le Bantam 2A. Fait que c'est tous ces joueurs-là qui sont montés dans notre équipe cette année. Puis honnêtement, on a toute qu'une équipe. Là. Puis si je me remets au camp d'entraînement, là, des fois, je vois des joueurs de d'autres équipes, puis je me dis, hey, tabarouette, nos joueurs 15 à 20, là, ils sont facilement de calibre dans la structure 15-3A. Puis, tu sais, vous parliez des matchs, là, des matchs pointés, là, tu sais, nous, ça nous est arrivé, ça, dans le sens qu'on est arrivé, on a très, très belle fiche de 21-5 présentement. On a eu une fin de semaine à un moment donné où est-ce qu'on a explosé 2 équipes. On a gagné les 4 parties par un écart de 10 points. Fait que là, tu sais, les jeunes se trouvent bons, puis c'est correct, là. Mais là, après ça, on arrive au tournoi de mi-saison. On n'a pas eu ces matchs pointés-là où est-ce qu'il y avait un peu de stress. On est arrivé au tournoi de mi-saison. Là, c'était comme la première fois, si on veut, qu'il y avait un enjeu dans les parties. Fait que là, on sentait que c'est un peu différent sur le banc, dans leur réaction quand il y a des balles frappées, dans leur réaction quand on fait un point. Fait que bref, c'est ça que j'aimais aussi de la structure 17 ans, des matchs pointés comme ça. Maintenant, la raison pourquoi qu'il n'y en a pas avec le 15 ans, c'est parce que justement, dans le niveau de développement, c'est moins important d'avoir des matchs qui sont compétitifs rapidement avec les jeunes de 15 ans. Ils vont avoir d'autres moments dans la vie. Tu sais, puis une Ligue à 6 aussi, ben, tu sais, c'est ton championnat provincial, c'est voici, c'est vous 6 versus que, avec les 10 équipes dans le midget. Puis là, Dave, avant que je reparle du tournoi, que je parle du tournoi du midget 3, vous autres, vous avez le tournoi mi-saison que tu viens de parler. Vous allez avoir les tournois de fin de saison qui est comme le championnat provincial. Puis par la suite, il y a le championnat canadien aussi. Puis cette année, Yann, le championnat canadien, il était à Laval, dans la région des Trois-L. Donc tu as l'équipe haute, tu as l'équipe du Québec, donc 2 équipes de 15-16, 17-18. Là, donc, tu sais, c'est quasiment la moitié de la Ligue qui va participer au championnat canadien. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis, on devrait avoir plusieurs C'est ça. Canadiens. Effectivement, c'est plus que la moitié de la Ligue parce que si on enlève, on a droit aux joueurs secondaire 3 qui sont nés en octobre, novembre, décembre dans la Ligue. Donc, on a droit à 3 par équipe. Fait que si on prend les équipes de 14-15 joueurs pour certaines équipes, puis tu enlèves ces joueurs late, bien là, ça tombe à plus que 50% de joueurs de la Ligue parce que il va y avoir 18 joueurs des 3L, les 18 joueurs de l'équipe du Québec. Tu enlèves les late, ça donne au-dessus de 50% des joueurs qui vont participer au championnat canadien. C'est vraiment, vraiment intéressant. Tant mieux, c'est une belle opportunité de vivre ça. Donc, c'est pour ça que tous les matchs de développement dans l'année, puis là, avec quelques petits moments d'émotion mi-saison, fin de saison, ça prépare davantage les gars aussi. Un beau compromis. C'est un peu le même principe pour le championnat canadien. Dave ne sera pas entraîneur au championnat canadien puisqu'il a fait plusieurs années, puis c'est un peu le moment de pause de congé avant que ça commence, là, entre la fin de saison et le début de l'année scolaire. Donc, Dave va rester avec sa famille. Il y a Mathieu Mascotte qui est son entraîneur de lanceur qui va être sur le groupe d'entraîneurs. Pour le 3, tu as aussi mi-saison, fin de saison. Puis il y a aussi le championnat canadien, même chose. Il va y avoir une équipe du Québec, il n'y a pas d'équipe haute. Jonathan va être sur le groupe d'entraîneurs. Christian, même chose aussi. Il l'a fait plusieurs années, mais c'est son moment de congé bien mérité. Joe, un jeune loup comme ça, pas d'enfant, lui, va se permettre d'aller au championnat canadien. Donc, explique-nous, Joe, c'est où le processus, pas le processus, mais le championnat canadien cette année?
Le championnat canadien du temps et moins sera à Fort McMurray en Alberta. C'est là qu'il y avait les gros feux il y a plusieurs années. Puis je ne sais pas si le terrain était pris en feu, mais ils ont fait un beau terrain synthétique. Là, puis à chaque année, ils reçoivent des championnats canadiens. Donc, intéressant. L'équipe va se faire bientôt, Joe? Le processus a déjà commencé. Là, on était un petit peu embêtés par la pluie. Dans le fond, là, qu'est-ce que Baseball Québec avait prévu, qui était une super bonne idée? On a pris les équipes de l'Ouest, c'est du 3A. Ils avaient fait une partie contre l'équipe de 16 ans et moins de l'ABC. Le week-end suivant, c'était le même principe, mais avec équipe Québec de l'Est. Donc, ils regroupaient nos deux équipes des Canadiens. L'Estrie était impliqué aussi. Il y avait Rivière-du-Loup et Saguenay. Finalement, ça n'a pas eu lieu à cause de la pluie. Mais là, le processus est déjà bien entamé avec Jérémy Chalifour et Danny Clavet, qui sont les entraîneurs respectivement de Rive-Sud et de l'Estrie. Ou est-ce qu'au tournoi d'une saison, là, on avait les yeux grands ouverts là, sur certains joueurs. Puis là, la dernière étape là, sera à la fin juillet, où est-ce qu'on va se retrouver à Montréal pour la dernière sélection là, pour terminer l'équipe pour aller au championnat canadien en Alberta, qui sera la troisième fin de semaine du mois d'août, je crois. Intéressant. Belle expérience pour tout le monde. Je termine, Yann. Tu as peut-être d'autres petites questions derrière la cravate. Mais je termine. Il y a beaucoup on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de tournois aux États-Unis. Nous, on en fait au Sport-Études dans son R2, on va à New York. Il peut ce tournoi de reconnaissance qu'elle s'en va là pour gagner. On fait nos camps de Floride aussi, qui est quand même intéressant de rencontrer les équipes américaines. Mais bon, il y a beaucoup de tournois aux États-Unis qui se font depuis quelques années sous la bannière de soit de Perfect Game, de PBR, de d'autres organisations comme ça. Puis, on était rendu là, je pense, comme organisation estivale, avec nos bonnes équipes qu'on a, d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs, puis d'aller compétitionner, puis de se faire un nom dans cette structure-là. Donc, cette année, les deux équipes à Midget 3 quittent quelque part à la fin juillet jusqu'au début août. On fait un tournoi, dans ce cas-ci, c'est à New York, un tournoi Perfect Game, assez intéressant, où il y a beaucoup d'équipes sur 4-5 jours. Donc, Christian, parle-nous un petit peu de cet événement-là, qui est une première pour nous autres. Yes, ben quand tu nous en as parlé, je trouvais que ça fitait parfaitement avec où ce que les jeunes sont rendus. Là, on en a parlé plus tôt là, d'avoir plus de matchs qui comptaient, encore plus significatifs au niveau des tournois. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était une très, très bonne idée. C'est le Perfect Game où ce qu'on va à New York, c'est un match par jour, donc durant 5 jours. Évidemment, la dernière journée, demi-finale, finale, donc il faut se classer par rapport à ça. C'est une place que les matchs risquent d'être très, très, très compétitifs avec du haut niveau. Puis on trouvait que nos jeunes étaient rendus là pour affronter ce genre de niveau-là. Fait qu'on a bien hâte, on est bien excités. Là. Tous les jeunes en parlent là, depuis début juillet déjà. Là, en parlent beaucoup, beaucoup de questions sur New York. Là, et, pas qu'ils sont nerveux, mais au contraire, ils veulent en savoir plus. Puis ils ont hâte de vouloir arriver là et compétitionner contre les Américains. C'est sûr que, il y a toujours, avec les années, probablement on va essayer-erreur un petit peu. Là. C'est cela qu'on voit dans j'ai un autre à Baltimore, etc. On va faire, c'est un premier test, mais je pense que de l'excitation, puis on ne peut pas perdre, dans le sens que c'est un week-end où est-ce que probablement les parents prennent leurs vacances à New York en même temps. C'est un week-end familial avec beau regroupement, tout le monde ensemble. Tu te fais battre, les Américains sont forts. Tu gagnes des matchs plus facilement. Yes, on a gagné, puis on a gagné contre les Américains. Donc, tu sais, je pense que c'est pas un week-end que tu ne peux pas perdre, mais c'est un premier débroussaillage de tournoi chez l'oncle Sam. Donc, j'ai hâte de bien voir. Joe, vous autres, votre gang est excité aussi? Oui, vraiment, ils ont tous hâte. C'est surtout, là, moi, je pense aux 5 jours de team building qu'on va avoir aussi pour notre dernier stretch. Après, là, il va nous rester un programme double puis le tournoi de fin de saison. Donc, ça va être cool aussi pour ça, là, d'avoir un petit moment dans la gang pour la fin de l'année. Très intéressant. Yes, moi, la chose que j'ai retenue le plus en vous écoutant parler aujourd'hui, puis je pense que tous les entraîneurs de baseball mineur peuvent apprendre beaucoup de vous. Si vous êtes des entraîneurs professionnels quand même, vous passez votre vie à faire ça. Tandis qu'évidemment, la plupart, comme JP disait, les entraîneurs de baseball mineur vont faire ça à très temps partiel, pas parce que c'est plus des papas que d'autres choses. Vous, les trois, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous avez un plan de développement pour vos joueurs. Et vous vous servez de certaines compétitions dans l'été pour aller chercher un aspect différent de la game, un aspect qui compte plus, un aspect où est-ce qu'on prend les choses plus au sérieux, sans dire que la saison régulière est un camp d'entraînement, sans aller jusque-là. On voit que votre coaching s'adapte
à la situation. Donc, je pense que ça sort beaucoup des trois. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs du baseball mineur qui peuvent apprendre énormément de ce que vous faites. Si c'est bon pour le midget 3A, si c'est bon pour le bantam 3A, d'avoir un mode de coaching différent pour la saison régulière versus les matchs pointés versus les parties de tournoi. Ça peut être bon aussi dans le Pee-Wee A, ça peut être bon dans le Moustique A, puis dans le Moustique B aussi, là. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de vous autres parce que ce que vous faites de manière professionnelle, ben, on se rend compte que ça fait du bien pour nos jeunes parce que quand tu parles à des anciens des programmes canonniers élites, on n'entend jamais vraiment de choses qui sont négatives. On n'entend que du bon de ce qui est fait de votre côté, là. Bien dit, ça, Yann. Bien dit, bien mérité. Ouais. Merci. Merci, Puis, c'est ça me gentil. faisait penser pendant que tu parlais, là, tu sais, il t'est arrivé une anecdote en début de saison avec Mathieu Massicotte, justement. L'autre équipe changeait de lanceur, on avait les buts pleins, on perdait par un. Il vient me voir, il dit là, regarde, tu ne pas là. Là, je dis ben, pourquoi pas? Ben, on en a d'autres des meilleurs. Puis là, ben, OK, mais là, c'est à lui d'aller au bâton. C'est à lui de vivre le moment-là. C'est à lui d'aller au bâton. Puis il a frappé un double, puis on nous a mis les devants dans le match. Puis c'est comme quand on établit un plan de lanceur. On met tel gars en premier, tel gars en deuxième, tel gars en troisième. On va respecter ce plan-là, peu importe si c'est 3-2 ou si c'est 12-1 le match. Ouais. Parce que c'est à eux autres de vivre. On a établi cette rotation-là, c'est à eux autres de lancer. Fait que, Ton 1, 2, 3 peut lancer dans. C'est pas en ordre, là, mais dans le sens ton lanceur, tu peux inverser les ordres aussi pour la prochaine sortie, pour qu'il vive différentes situations. Puis c'est bien ce que tu dis. Puis je pense que Yann, je t'ai déjà dit dans un des podcasts, là, ou dans des discussions animées après un match, quoi que ce soit, mais c'est quand j'ai coaché avec Michel Laplante, je me rappelle là, les premiers matchs. Puis s'il y a bien un calibre où ce que tu veux gagner, t'es payé pour gagner. Hein, puis si t'es pas bon comme joueur, tu te fais mettre dehors. Puis il y a du monde qui paye pour voir le spectacle. Puis il y avait un releveur, puis le releveur, il arrachait un petit peu, mais Michel, non, je ne débarque pas. C'est quoi le message que je lance si je le débarque tout de suite après? Puis c'est quoi le message que je fais un frappeur suppléant au début? C'est quoi que j'y lance? Comme j'ai besoin de lui. Moi, je suis pogné avec pendant 110 jours, 110 games, mais comment il faut que je démontre que j'ai un peu de confiance. Donc, puis faire vivre l'expérience aussi, Dave. Donc, c'est un beau mix là-dedans. Fait que, tu disais que si Ninja 3 peuvent le faire, mais les Capitals le font aussi. Donc, j'imagine qu'on peut le faire dans beaucoup, beaucoup de calibres, assurément. Yes, hey, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. C'était super apprécié. Puis, j'espère que les gens vont l'apprécier. Mais en tout cas, si les jeunes canonniers qui écoutent le podcast commencent à suivre la série, je trouve ça intéressant pour eux d'apprendre à vous connaître un peu plus que dans un contexte de coaching. J'ai l'impression qu'ils en apprennent de plus en plus sur vous autres. Puis vous allez vous en faire parler probablement l'année prochaine à l'école. Merci les boys. Puis bon match à Christian. Puis les autres avaient des matchs aussi, mais bon yes, match c'est à ça. tous. Merci. Yann, tu pourrais recevoir seul à seul Christian. Là, il y a une panoplie d'anecdotes qu'il pourrait raconter. C'est sûr. Salut tout le monde. J'en ai entendu plusieurs, par exemple. Ils sont toujours Salut. bonnes. Il en rajoute une petite sauce à chaque fois. Ils sont toujours bonnes. Merci tout le monde.